à la théorie communément admise des origines de notre univers, le Big Bang. Selon cette théorie, notre univers se serait formé il y a environ 14 milliards d'années sous l'effet d'une immense explosion. Au fil de milliards d'années, l'univers s'est ensuite refroidi. La matière s'est condensée et a donné naissance aux étoiles, aux planètes et aux galaxies. Suite à cette explosion initiale, l'univers continue aujourd'hui à s'étendre. Mais si on pouvait remonter le cours de l'histoire jusqu'au commencement de l'univers, on découvrirait que la théorie du Big Bang ne nous dit rien de ce fameux bang initial qui a expulsé la matière dans toutes les directions. On appelle ça la théorie du Big Bang, mais ça ne nous dit rien sur le bang lui-même, sur ce qui a pu faire bang, ni pourquoi, ni ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui a alimenté cette violente explosion? Quelle est la force qui a dispersé la matière? C'est en cherchant les réponses à ces questions que les scientifiques se sont trouvés confrontés à l'idée d'un multivers. Et c'est un physicien du nom d'Alan Guth qui, un peu par hasard, a contribué à poser les bases de ce concept. Aujourd'hui, il enseigne au MIT. Mais en 1979, ce jeune chercheur et son collègue, Henry Tai, avaient formulé une nouvelle hypothèse sur la façon dont s'étaient formées les particules aux premiers instants de l'univers. Henry s'est demandé si ce nouveau processus auquel nous pensions pouvait avoir une influence sur l'expansion de l'univers. Les deux hommes n'avaient pas pour objectif d'étudier le taux d'expansion de l'univers dans les premiers instants après le Big Bang. Mais la question d'Henry Tai amène Alan Guth à revoir une nouvelle fois leurs calculs. J'ai veillé très tard cette nuit-là. Et j'ai refait soigneusement les calculs pour m'assurer que tout était exact. Au fil des heures, le physicien découvre quelque chose d'extraordinaire dans les équations décrivant comment de nouvelles particules se seraient formées au début de l'univers. J'en suis arrivé à la conclusion que notre théorie allait avoir une incidence considérable sur le taux d'expansion de l'univers. Le processus qu'on décrivait aurait plongé l'univers dans une période d'expansion exponentielle fulgurante. D'après les calculs d'Alan Guth, il est possible que dans l'environnement extrême des tout débuts de l'univers, la gravité se soit exercée en sens inverse. Au lieu de rapprocher les particules, cette gravité répulsive aurait repoussé la matière environnante, engendrant une expansion phénoménale. J'étais surexcité. Sur le cahier où j'avais griffonné mes calculs, en dessous j'ai écrit « Découverte capitale », encadré 2 fois. J'avais compris à quel point ça pouvait être important. En découvrant cette gravité répulsive, Alan Guth a involontairement apporté une lumière nouvelle sur les premiers instants du Big Bang. En termes mathématiques, cette force est si puissante qu'elle peut transformer une portion d'espace aussi infime qu'une molécule en un objet de la taille de la Voie lactée en moins d'un milliardième de battement de cils. Après cette poussée extrêmement brève, l'espace aurait connu une phase d'expansion plus lente et se serait refroidi, permettant aux étoiles et aux galaxies de se former comme dans le modèle standard du Big Bang. Alan Guth donne à cette courte phase d'expansion le nom d'inflation. Il pense avoir découvert ce qui a provoqué l'expansion de l'univers. La répulsion gravitationnelle intense de l'inflation, c'est justement le bang du Big Bang. Pourtant, malgré cette découverte majeure, Alan Guth se trouve dans une situation préoccupante. Je n'étais pas sûr de décrocher un poste. Je voulais un statut plus permanent. Ce scénario semble très prometteur. Je me suis donc déplacé un peu partout pour donner des conférences. L'idée a connu un succès immédiat. Les salles étaient bondées. Il y avait des gens de tous les domaines de la physique.
Beaucoup d'astrophysiciens, dont moi-même, étaient très enthousiastes. C'était une période captivante. Quand vous avez une idée vraiment bonne, qui permet de faire progresser la discipline, les gens vous écoutent. C'est un sentiment incroyable pour un jeune chercheur inconnu de devenir du jour au lendemain un spécialiste. Ce n'est pas évident à gérer, mais c'est assez fabuleux. Si la théorie de l'inflation suscite un tel attrait, c'est en partie parce que ses prédictions peuvent être vérifiées par l'observation. Si cette théorie est valide, le ciel nocturne devrait fournir aux scientifiques des preuves. Imaginons qu'on puisse éteindre le soleil et enlever toutes les étoiles. Si nos yeux étaient capables de détecter l'énergie restante, nous verrions une gigantesque lueur rouge embraser le ciel. Ce rayonnement est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est le dernier vestige de l'intense chaleur produite par le Big Bang lui-même. Or, si l'on en croit la théorie, la violente expansion de l'espace pendant l'inflation a dû laisser une empreinte dans ce rayonnement. L'image d'un schéma de variation de température avec des points légèrement plus chauds et d'autres légèrement plus froids. Quelque chose comme ceci. Mais il faudra encore une dizaine d'années avant que la technologie ne soit capable de tester la validité de cette prédiction. En 1989, la NASA lance le satellite COBE, suivi par le satellite WMAP en 2001. Deux missions qui vont mettre la théorie inflationnaire à l'épreuve. Les instruments mesurent le rayonnement avec une précision remarquable. Les résultats sont stupéfiants. Les variations de température observées dans l'espace correspondent presque exactement aux prédictions de la théorie. Ce n'est qu'une théorie, des calculs jetés sur le papier jusqu'à ce que les prédictions soient confirmées. WMAP a mesuré ce que les maths avaient prédit. Et ça, c'est très convaincant. La théorie inflationnaire courait le risque d'être invalidée. Elle a fourni des prédictions, on a obtenu des données et elle a passé le test haut la main. Le travail d'Alan Guth, de même que celui d'autres physiciens, est salué comme un nouveau jalon sur la voie de la compréhension des origines de l'univers. Ce processus d'expansion... Mais bientôt, deux physiciens russes découvrent que les équations de l'inflation recèlent un fabuleux secret. Notre univers ne serait pas unique. Le premier de ces physiciens, Andrei Linde, a déjà apporté des contributions majeures à la théorie inflationnaire. Le second, Alex Vilenkin, a assisté à l'une des toutes premières conférences du jeune Alan Guth. Il a fait une présentation magistrale. Je ne l'avais jamais rencontré, mais ce que j'entendais était assez déroutant. D'un seul coup, l'inflation expliquait de nombreuses caractéristiques du Big Bang. C'était remarquable. C'est pourquoi l'univers est ce qu'il est. J'étais très impressionné. Pendant plusieurs mois, Alex Vilenkin ne cesse de penser à cette présentation. En général, mes idées me viennent sous la douche. J'avoue que j'y reste assez longtemps. Plus il réfléchit au processus d'inflation, plus il se demande ce qui pourrait y mettre un terme. Comment une région de l'espace pourrait-elle sortir de cette phase d'inflation? Que se passerait-il exactement au moment où l'inflation prendrait fin? En y réfléchissant, j'ai compris que la phase d'inflation ne finissait pas partout en même temps. Et si la phase d'inflation ne s'achève pas partout au même moment, alors il existe des régions de l'espace où elle est actuellement en train de se poursuivre. Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas un événement unique. De multiples bangs se sont produits avant le nôtre.
et d'innombrables autres bangs se produiront dans le futur. Dans ce nouveau modèle, aussi surprenant qu'inattendu, l'inflation s'est achevée dans certaines régions, mais se poursuit dans d'autres. De nouveaux Big Bangs se produisent perpétuellement, faisant naître des univers toujours plus nombreux. Un multivers en éternelle expansion. Linde et surtout Vilenkin ont défendu cette idée que l'inflation puisse ne jamais s'achever. Le fait que ce gonflement puisse se reproduire encore et encore, engendrant univers après univers. Mais s'agit-il vraiment d'une révolution scientifique ou d'une simple théorie pleine de lacunes? Ce concept a été baptisé « inflation éternelle ». Voilà comment on pourrait se le représenter. Imaginons que ce fromage représente l'espace avant la formation des étoiles et des galaxies. Dans la théorie inflationnaire, cet espace est uniformément rempli d'une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie provoque une expansion de l'espace extrêmement rapide. De ce fait, des décharges électriques se produisent ça et là, des sortes d'étincelles d'électricité statique. Mais il faut raisonner à l'échelle cosmique. Ainsi, lorsqu'une décharge se produit, toute cette énergie est rapidement transformée en matière, sous forme de minuscules particules. Ce processus correspond à la naissance d'un nouvel univers, ce que l'on désigne traditionnellement sous le nom de Big Bang. À l'intérieur de ces nouveaux univers, comparables à des trous dans le gruyère, l'espace continue de s'étendre, mais à un rythme bien plus lent. Et parfois, des étoiles et des planètes se forment, comme nous l'observons actuellement dans notre univers. Parallèlement, en dehors de ces nouveaux univers, l'espace garde une densité d'énergie énorme et continue de s'étendre à une vitesse vertigineuse. Ce mouvement d'expansion crée de nouveaux endroits où l'énergie peut générer de nouveaux Big Bang et faire naître de nouveaux univers. Cela signifie que ce processus pourrait se dérouler indéfiniment. Autrement dit, selon la théorie de l'inflation, ce fromage ressemble plus à du gruyère, dans lequel de nouveaux univers se forment perpétuellement, créant un multivers.